Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast de vulgarisation scientifique sur les sexualités. Cet épisode, c'est la suite du dernier épisode qui s'appelait hétéro, homo, bi ou autre, où on questionne la manière dont on est souvent invité à nous définir avec des étiquettes simplistes et on essaye d'expliquer pourquoi ces catégories, bien que leur reconnaissance puisse être quelque part une avancée historique et un début de reconnaissance des différentes sexualités, ces étiquettes ne parviennent pas à refléter la complexité réelle des expériences humaines. On avait vu dans l'épisode précédent que l'échelle de Kinsey, en 1948, a conceptualisé la sexualité sur un continuum, mais elle reste limitée à une approche plutôt binaire entre hétéro et homo, avec, entre les deux extrêmes, l'existence et la reconnaissance de la bisexualité. On avait vu ensuite que Storm intégrait la notion d'intensité du désir et permettait d'avoir quelque part la reconnaissance de la sexualité. Et enfin, des travaux plus modernes, notamment ceux de Galupo, invitent à davantage faire la différence entre les attractions romantiques et sexuelles pour mieux représenter la complexité. Mais on se dit que c'est pas encore tout à fait ça et on va continuer de remettre en question ces modèles rigides pour essayer d'ouvrir la voie à une compréhension un peu plus nuancée et un peu plus inclusive de la sexualité. L'objectif, encore une fois, de cet épisode, c'est de servir un petit peu comme support à la pensée et la prochaine fois qu'on vous demandera de vous identifier à travers une étiquette simpliste ou que vous demanderez à quelqu'un de s'identifier au travers de cette étiquette simpliste, de garder en tête à quel point cette étiquette ne représente pas vraiment l'entièreté de la situation. Dans cet épisode, on va explorer des concepts importants qui sont le concept de la fluidité, c'est-à-dire que les désirs, ou en tout cas l'idée que ces étiquettes peuvent changer au cours du temps. On va parler de la question de la diversité, des identités de genre et des dimensions oubliées des modèles traditionnels. Avant de commencer, j'aimerais juste prendre quelques instants pour remercier le docteur Karen Blair qui m'a envoyé un article. En fait, pour pouvoir construire cet épisode, j'ai consulté des articles scientifiques. Souvent, les articles sont disponibles à droite à gauche sur Internet, on finit par les trouver. Mais certains articles récents sont encore payants. Et comme je n'ai pas d'abonnement à toutes les revues académiques sur la sexualité, souvent ces articles ne sont pas disponibles pour pouvoir travailler. En fait, j'ai envoyé une demande, j'ai envoyé un mail au docteur Karen Blair qui m'a gentiment envoyé son article pour que je puisse construire cet épisode. Un grand merci de soutenir ce podcast en partageant vos recherches. Donc c'est parti pour cet épisode où on va s'intéresser à la fluidité, la diversité des identités de genre et les dimensions oubliées dans les modèles traditionnels. On va commencer par la première partie, la notion de fluidité. Et cette notion de fluidité, elle est importante, c'est se dire que la sexualité n'est pas figée dans le temps, mais qu'elle évolue selon les expériences, les relations et le contexte dans lequel se trouve un individu. Lisa Diamond indique dans son ouvrage de 2008 que la fluidité, c'est un peu comme une rivière qui change de cours selon le paysage émotionnel. Il y a cette idée qu'il y a des éléments, des facteurs extérieurs qui peuvent nous faire évoluer. Et c'est parfois les rencontres, on peut retrouver des témoignages. Par exemple, un jeune homme hétérosexuel qui, sur TikTok, explique comment une relation avec une personne non binaire lui a permis de redéfinir un petit peu son identité. On avait vu la dernière fois qu'on pouvait utiliser des modèles de la sexualité pour se décrire, mais ces modèles en fait définissent une situation sans prendre en compte la temporalité. Et ça presque incite à imaginer que c'est défini pour la vie. Ça, c'est quelque chose qui est remis en question par Klein en 1985. Où il propose un outil qu'on appelle la grille de Klein qui explore différentes dimensions et 3 temporalités. Klein, il reprend l'échelle de Kinsey pour indiquer si, par exemple, on a une attirance plutôt vers les hommes ou plutôt vers les femmes. Mais en plus de parler de l'attirance sexuelle, il explore cette dimension. Donc, il y a des éléments sur l'attirance sexuelle, mais il regarde aussi les comportements, les fantasmes, les préférences émotionnelles, c'est-à-dire
vers qui on a plutôt tendance à avoir des connexions romantiques. Il s'intéresse aussi aux préférences sociales. Là, c'est vers qui on se tourne plutôt pour les relations amicales. Le style de vie, c'est dans quelle communauté on tend à se sentir bien. Et une notion de auto-identification, comment est-ce qu'on se considère soi-même. Klein demande aux gens de se positionner sur ces 7 dimensions, sur 3 temporalités différentes, en explorant du coup le passé, le présent et les idéaux. Et on retrouve dans Klein déjà des différences de positionnement entre les positionnements actuels et les positionnements idéaux. Donc la grille de Klein, elle a 40 ans. Ouais, 40 ans, là, en 2025. Elle a été pas mal utilisée par d'autres chercheurs. Et notamment, on retrouve dans une étude d'Amestoy en 2001 un écart assez fort, en fait, entre ce que les participants décrivent comme leur situation actuelle et leur situation idéale. Et on a chez Amestoy 35% des participants qui montrent de fortes incohérences entre leurs identités actuelles et leur identité idéale. Avec, par exemple, dans l'étude d'Amestoy, une participante qui montre un écart très important entre ses comportements passés plutôt hétérosexuels et ses aspirations futures qui comporteraient idéalement des relations avec des femmes, mais qu'elle considère du coup comme un potentiel non réalisé. Pour expliquer cette différence entre les comportements et les idéaux, on peut essayer d'identifier plusieurs origines. Déjà, il y a quelque part une certaine pression sociale. Les normes imposent des comportements qui sont alignés avec les attentes de la société, quelque part. On a par exemple un homme qui rapporte avoir eu des relations hétérosexuelles malgré des fantasmes pour des hommes. Et au contraire, et ça on retrouve ces éléments dans un papier de Van Anders en 2015, où il observe des hommes qui se définissent comme étant homosexuels, qui peuvent être freinés par la peur d'explorer leurs fantasmes pour les femmes, par crainte de briser leur identité sexuelle publiquement assumée. On a aussi une idée que les stéréotypes sur les genres peuvent limiter l'exploration des désirs, avec une participante dans l'étude de Cover en 2019, qui dit éviter les relations avec des femmes à cause de pression, à cause de l'image qu'elle pourrait rendre à sa famille, et encore une fois, l'idée de briser leur identité sexuelle publiquement assumée. Il y a aussi un élément en fait qui peut expliquer cette différence entre les comportements et les idéaux, lié à une forme d'anxiété sexuelle. Par exemple, l'anxiété sexuelle, c'est la peur de ne pas suffisamment performer ou de ne pas être au niveau des attentes de son partenaire. Et ça, on va le retrouver dans une étude de Stillman en 2016 avec des personnes asexuelles qui participent à des relations sexuelles par pression, projection des attentes qu'elles imaginent de leur partenaire. Et chez Van Anders en 2015, c'est l'idée que les attentes de la performance sexuelle, notamment pour les hommes, créent quelque part une anxiété de ne pas suffisamment performer chez des hommes qui se catégorisent comme homosexuels et qui vont mettre en silence leurs éventuels désirs pour des femmes de peur de ne pas performer correctement. Et donc on voit ici quelque chose d'assez intéressant, la grille de Klein qui permet donc de distinguer sur différentes échelles, sur différents axes, la volonté, les comportements actuels et les idéaux, soulève une différence forte. Là, on retrouvait dans l'étude d'Amestoy 35% d'individus qui rapportaient des différences importantes entre leur comportement et leur idéal. Et on essaye de donner des explications à ces différences. Et on retrouve encore une fois que le poids du regard de la société internalisé par les personnes conduit généralement à un blocage et les gens ne vont pas explorer l'entièreté de leurs désirs qu'ils vont considérer comme étant non conformes ou pouvant mettre en danger une image, une identité qu'ils ont publiquement assumée ou que la société leur a attribuée. Pour revenir sur la grille de Klein, on a vu que ça consiste à poser la question sur 7 critères et sur 3 temporalités. C'est un outil qui est considéré par le domaine comme étant quand même assez difficile à utiliser, mais cet outil permet de révéler cette notion de décalage et
Et ce décalage entre l'idéal et les comportements réels permet de souligner la possibilité qu'il existe cette fluidité. La fluidité, c'est le mouvement, et le mouvement, il doit être animé par quelque chose. Et peut-être que ce mouvement, il peut être animé par des facteurs extérieurs, des rencontres, mais aussi animé par la propre volonté d'être davantage en alignement avec soi-même, de réduire les tensions qu'il peut y avoir entre les désirs, les comportements et les attentes sociales. Quelque part, cet outil, même si encore une fois il est imparfait, il permet de mieux comprendre cette possible dynamique. On va voir maintenant la dimension du genre et de l'identité. Et déjà commencer par des éléments sur la construction des identités de genre. Déjà, il y a quelque chose de très fort, c'est une idée de projection sociétale. Les identités de genre se construisent en partie par des attentes culturelles, inconscientes, qui sont le reflet des normes sociales. On retrouve chez Clark en 2019 l'idée que les attentes des parents sur la masculinité, c'est-à-dire d'avoir un homme fort, sans aucune vulnérabilité, vont créer des tensions chez les individus assignés hommes à la naissance pour essayer de se représenter ou se fondre dans ce modèle. Chez Amestoy, en 2001, on a des participants qui ont rapporté que les attentes de la société liées à leur genre les ont poussés à adopter des comportements qui ne sont pas conformes à leurs aspirations personnelles. Et c'est également rapporté par Stillman et Hertlein en 2016, où les stéréotypes de genre conduisent les personnes à une sorte de conflit identitaire, et d'autant plus dans des environnements très conservateurs, où il est important de se conformer à la norme, et où justement la bonne conformation est quelque part valorisée. Le genre est également plutôt un oublié des modèles classiques, c'est-à-dire que les modèles classiques font un mélange entre le genre et le sexe. Les théories classiques qui sont par exemple basées sur l'échelle de Kinsey ou même la grille de Klein tendent à confondre genre et sexe, en se concentrant principalement sur les caractéristiques biologiques des partenaires, c'est-à-dire la présence d'organes génitaux d'un certain type, la morphologie, pour définir l'orientation sexuelle. Mais elles ne tiennent pas en compte des préférences basées sur des éléments liés au genre, qui peuvent être l'expression d'une certaine masculinité ou de féminité, qui seraient indépendantes des caractères biologiques. Ces modèles classiques, ils ne considèrent pas du tout ces éléments, et ça limite ici aussi la compréhension de préférences de certains individus qui peuvent être complexes et se positionner au-delà du genre biologique. On a chez Kaufman, par exemple, en 2014, une participante qui rapporte être attirée par des expressions de la féminité, au-delà du sexe biologique. Ça va être par exemple la sensibilité émotionnelle ou la manière de s'exprimer. Ça, c'est des facteurs qui n'ont pas de lien direct avec le sexe biologique, mais qui vont être des éléments clés de l'attirance pour cet individu. Chez Clark, en 2019, on a un individu qui exprime une préférence pour des partenaires ayant des traits masculins ici. Et à la fois, ça peut être des traits sur le visage, une mâchoire plus carrée, une musculature plus développée, mais aussi des éléments associés inconsciemment au genre masculin, qui sont avoir de l'assurance ou un certain leadership. Et cet individu dit que finalement, ce n'est pas le sexe biologique qui l'attire, mais c'est ces éléments, ces traits masculins. On a aussi des récits de personnes qui vont indiquer être attirées par des comportements ou des styles plutôt que des gens assignés. On voit donc que les modèles classiques sont assez limités, et on a en 2015 Van Anders qui propose la théorie des configurations sexuelles. C'est une théorie qui propose une séparation entre le genre et le sexe en tant que dimension indépendante de la sexualité. On a dans cette théorie des configurations sexuelles d'autres paramètres qui vont être par exemple le nombre de partenaires, la distinction entre amour et désir. Et pour construire cette théorie, il se base sur une revue un petit peu de la littérature scientifique, les neurosciences, les sciences sociales. Il reprend des théories féministes, les expériences vécues par les minorités sexuelles. Et il démontre que les préférences sexuelles peuvent être organisées autour de traits de genre, tels que exprimant une certaine forme de masculinité ou de féminité, mais sans considération des caractéristiques biologiques ou des normes binaires en lien avec le sexe.
On retrouve dans son papier une idée de l'attraction au genre, un individu qui peut être attiré par des traits féminins, de la douceur, une certaine expressivité émotionnelle, une certaine capacité à parler de ses émotions, et que la personne soit assignée homme ou femme à la naissance. Une préférence pour la masculinité, qui va être une certaine assurance, une posture, peut aussi transcender cette idée de sexe biologique. Quelque part ici, l'idée que les préférences sexuelles sont influencées par une intersection complexe entre l'identité du genre, qui se trouve dans une certaine culture, dans une certaine dynamique sociale, et ça va bien au-delà de la dichotomie rigide et l'idée du genre biologique. Ce modèle, il est assez intéressant parce qu'il remet en question l'idée que l'orientation sexuelle repose uniquement sur une attraction biologique vers un sexe. Et ça inclut des dimensions supplémentaires. Mais, et là je vous laisserai peut-être aller voir le papier de Van Enders, c'est réellement une usine à gaz. Il propose quelques schémas dans son papier. Ces schémas font penser un peu à la théorie du Big Bang. C'est un modèle qui est peut-être capable de capturer la complexité de l'expérience humaine, mais qui est du coup peut-être difficilement accessible au grand public parce qu'il contient tellement de paramètres et il contient même des paramètres pour les paramètres qu'il n'a pas explicités, comme étant des paramètres supplémentaires qui pourront être enrichis par d'autres chercheurs dans le futur. On a ici une contribution intéressante chez Van Enders parce que ça souligne que les modèles traditionnels ne permettent pas de capturer la fluidité et la diversité des expériences sexuelles. Et on a quelque part un outil, encore une fois un outil de laboratoire qui permet une compréhension un peu plus nuancée, mais qui est quand même difficile à utiliser. Pour continuer un petit peu dans cette exploration de l'importance du genre, j'aimerais aussi parler du rôle des réseaux sociaux sur les représentations qu'on peut avoir et comment est-ce que ces réseaux sociaux peuvent offrir une forme de safe space pour pouvoir expérimenter des identités, des étiquettes que les personnes se donnent. Dans un article qui s'appelle « L'importance des réseaux sociaux sur les histoires du développement de l'identité », cet article explore l'impact des réseaux sociaux sur la construction de l'identité par des adolescents, en faisant une analyse de profils sur les réseaux sociaux, combinée à des entretiens semi-structurés avec 25 participants qui sont âgés entre 15 et 25 ans. Cet article il démontre que les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram servent de safe space pour une forme d'exploration identitaire en offrant une option d'expérimentation anonyme, c'est-à-dire que ces plateformes permettent de tester des identités, des nouvelles identités aussi, par exemple des étiquettes de demi-boy, de genderqueer, aux personnes en étant quelque part anonymes et sans craindre de jugement direct de leurs proches. Et ils retrouvent que ces adolescents utilisent parfois, sous couvert d'un pseudo ou d'un avatar qui leur permet de s'éloigner des attentes sociales, ils se permettent de naviguer entre différentes identités. Et cet espace permet, selon le papier, d'affiner leur compréhension d'eux-mêmes, parce que, au travers de ça, ils interagissent avec une communauté de personnes qui partagent des expériences aussi similaires. On a eu par exemple une participante qui rapporte que les retours bienveillants sur ses posts liés à des changements de pronoms sur Instagram ont renforcé sa confiance dans son identité. Mais on a aussi l'idée que les réseaux permettent de réécrire cette identité. On a ici un renforcement positif et ça permet également aux personnes de clarifier des éléments avant de les exprimer dans la vie réelle. On a par exemple un adolescent qui explique que ce qu'il a pu partager en ligne lui a permis de clarifier sa non-binarité et lui a permis d'être prêt à ensuite l'exprimer à ses proches dans la vie réelle. Ces espaces constitués par les réseaux sociaux, ils offrent une grande liberté, mais ils sont aussi influencés par des dynamiques de validation sociale. Là, on est clairement dans cette idée de tester au sein d'une communauté safe space avant de pouvoir le dupliquer à l'extérieur. Et les participants à l'étude rapportent quasiment tous qu'ils ont expérimenté en tout cas une forte différence entre l'identité qu'ils se donnaient sur ces réseaux et leur identité réelle, et parfois une grosse appréhension à implémenter ce qu'ils ont pu développer dans le virtuel, le transférer dans le réel. Ces expérimentations peuvent aussi exposer ces individus à de la haine en ligne, ce qui rend les choses parfois un peu touchy sur certains aspects. On a vu dans cette partie que effectivement les modèles classiques ne capturent pas la séparation qu'il peut y avoir entre le genre et le sexe.
On a identifié que Van Anders a proposé un modèle multiparamétrique un peu compliqué qui peut faire penser à la théorie des cordes pour essayer de capturer cette complexité de l'attraction. Ce modèle n'est pas encore forcément bien connu, bien implémenté, bien utilisé non plus. Et on voit enfin que les réseaux sociaux peuvent servir d'outils pour donner des pistes pour explorer un peu cette complexité et permettre aux individus de tester certaines étiquettes tout en développant de nouvelles. Et on arrive maintenant dans la troisième partie de cet épisode où on va parler des dimensions manquantes dans les modèles traditionnels. Et on va s'attaquer à des idées d'attraction non genrée et parler de ces autres critères. On a chez Matheson et Blair, en 2023, une étude basée sur 2306 participants où les chercheurs ont utilisé l'échelle de Kinsey pour analyser la manière dont les individus conceptualisent leur orientation sexuelle. On a aussi posé à ces individus des questions ouvertes concernant leurs préférences sexuelles et il y a une certaine analyse de l'ensemble de ces données pour essayer d'identifier les dimensions ignorées dans les modèles traditionnels. Ce qui ressort de cette étude, c'est que de nombreux participants préfèrent des traits spécifiques. Ils vont parler de féminité, masculinité, d'androgénie, plutôt qu'un genre ou un sexe précis. On a un participant qui mentionne son attirance pour la douceur et la sensibilité, des traits qui sont plutôt associés à de la féminité, et il indique qu'il trouve ça séduisant indépendamment du sexe biologique. On a également l'histoire d'une femme queer qui note qu'elle privilégie les individus plutôt androgynes et expressifs sans se concentrer sur le genre assigné. Enfin, on a ici des critères d'attraction non genrés qui font écho à la partie précédente, mais on a aussi des attirances vers des traits comme l'intelligence ou la créativité. Kaufman, en 2014, est allé interroger des étudiants pour essayer d'identifier quelle importance ils donnaient à des critères non sexuels, comme la créativité ou l'intelligence. Et Kaufman montre dans son étude que les participants de l'étude valorisent la créativité artistique, par exemple la musique, la peinture, particulièrement, mais ils sont aussi sensibles à une créativité plutôt appliquée. Ça va être la capacité d'innover, certaines aisances dans les nouvelles technologies. Et en dernière position se situe la créativité, ce qu'ils appellent la créativité domestique. Ça va être, par exemple, être très bon en aménagement intérieur. Et alors qu'il montre des attirances fortes pour la créativité artistique, il note aussi que l'importance qui est donnée à ces critères de créativité sont souvent plus forts pour des relations de courte durée et que des créativités peut-être ou des intelligences plus pratiques sont privilégiées sur des relations de plus longue durée. Il y a aussi une notion d'humour, l'humour qui peut être perçu comme un marqueur d'intelligence émotionnelle quelque part, avec une idée de corrélation entre la capacité de l'humour et de l'autodérision comme un critère de longévité du couple, avec l'idée que des couples qui valorisent l'humour rapportent généralement une meilleure satisfaction dans leur relation. Et ça donne vraiment l'idée que les attirances romantiques ou émotionnelles sont aussi importantes que les attirances physiques. Avec encore une fois chez Matheson et Blair, l'idée d'un homme qui décrit son attirance émotionnelle envers des partenaires masculins tout en maintenant des relations sexuelles principalement avec des femmes. On a ici encore une fois cette idée de dualité. Et chez des participants asexuels, l'idée qu'ils mentionnent souvent des connexions intellectuelles comme la base de leur relation. Une participante asexuelle identifie des préférences pour des partenaires ayant des engagements sociaux et une éthique personnelle forte qui va au-delà de critères physiques, tout simplement. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez fort. Le fait de reconnaître les populations asexuelles et d'aller essayer de comprendre quelle est la base des éléments qui les conduisent à avoir une attirance romantique permet d'identifier l'importance de critères non physiques, mais qui vont avoir un lien avec l'intelligence, l'humour, l'engagement et les valeurs, par exemple. Et le fait que ces critères aient de l'importance pour les personnes asexuelles permet de faire également l'hypothèse que ces critères sont aussi importants pour les personnes qui ont une sexualité
je dirais, plus conventionnels aux yeux des modèles traditionnels. Et ces éléments ont généralement pas été considérés. Aujourd'hui, quand on se considère comme homo, bi ou hétéro, on ne donne pas de visibilité à l'importance de ces critères secondaires, mais peut-être qu'on se trompe quand on considère justement que ces critères sont secondaires. Et c'est là toute la complexité un petit peu que j'essaye de soulever dans cet épisode. C'est à la fois les modèles simplistes qui nous enferment dans des cases, nous font oublier l'importance qu'on considère peut-être secondaire des éléments non genrés, non sexuels, non physiques, qui définissent au fond notre connexion avec un partenaire. Donc on a vu dans cette troisième partie que les dimensions comme l'intelligence, l'humour, l'engagement social et les préférences émotionnelles permettent d'enrichir un peu notre compréhension de l'attraction et ça offre quelque part une perspective un peu plus nuancée pour explorer des dimensions non genrées de la sexualité et remettre en question les modèles binaires traditionnels. Bon, nous voilà à la fin de cet épisode. C'est vraiment un épisode que j'espère t'a permis de dépasser un petit peu les catégories traditionnelles de la sexualité. J'espère que j'aurai réussi à te convaincre que les catégories traditionnelles de la sexualité sont souvent un peu trop simplistes. Dans cet épisode, on a exploré l'idée de fluidité, on s'est posé la question de l'identité de genre et on a parlé des dimensions oubliées de l'attraction. On a vu vraiment que la sexualité, c'est pas figé et comme l'indique le titre de l'article de Blair, il s'agit d'une sorte de kaléidoscope de configuration personnelle qui peut évoluer à chaque rotation de ce kaléidoscope qui peut faire découvrir de nouvelles formes, de nouvelles couleurs. On voit que les modèles traditionnels qui continuent un petit peu de donner forme aux représentations qu'on se donne de la sexualité sont aussi remis en question par des théories plus contemporaines, avec par exemple la théorie des configurations sexuelles de Van Anders, mais on se retrouve parfois avec des outils un peu compliqués à expliquer ou à transmettre et à utiliser. On a vu également que les réseaux sociaux pouvaient avoir un intérêt comme offrant une sorte de safe space et permettre de tester des étiquettes pour que les individus puissent mieux se définir, mieux se représenter avant de les implémenter dans la vie réelle. Ça offre des espaces un peu de prototypage. Les étiquettes évoluent en fonction de notre environnement, de nos relations, de nos propres aspirations. Cet épisode, il souligne un point super important, c'est que les individus sont bien plus que les étiquettes qu'on leur attribue. Et je pense que reconnaître cette diversité, reconnaître cette complexité, ça ouvre la voie à une meilleure compréhension de nous et des autres. On a retrouvé aussi encore une fois l'importance que peut avoir l'image qu'on se fait de la société, des attentes que cette société a envers nous, de la performance qui est soi-disant attendue de nous, comment ces éléments nous incitent à adopter des comportements qui sont finalement pas vraiment les nôtres et qui créent cette tension, cette différence entre les comportements idéaux, nos souhaits, nos aspirations et les comportements réels qu'on adopte. Pour conclure cet épisode, je dirais que la sexualité, la manière dont on se définit, c'est une sorte de voyage, c'est un processus continu d'exploration et peut-être de redécouverte. J'espère que les éléments de cet épisode te donnera l'envie d'avoir peut-être plus de liberté dans le fait de changer, d'évoluer et d'embrasser la pluralité des désirs et des identités. Je tenais à te dire merci pour ton écoute, j'espère que tu as appris des trucs. Si l'épisode t'a plu, pense à mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour l'écouter. Pense à t'abonner aussi et n'hésite pas à faire découvrir le podcast à tes proches pour que tu puisses en discuter avec eux et continuer d'explorer de ton côté toute la pluralité de la sexualité. Merci pour ton écoute et à bientôt.